Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Stratégie. Pour cette édition du mois d'août 2023, le magazine de l'économie actuelle braque ses projecteurs sur les préparatifs de la rentrée scolaire et académique. Une période de grandes affaires, mais surtout une période de grand stress pour les parents qui doivent se décider. Parce qu'entre le choix de l'établissement, le choix des uniformes ou encore du manuel scolaire, il y a fort à faire et les parents sont souvent sujets à beaucoup de stress et à d'interrogations. Comment faire pour réussir la rentrée de vos enfants dans un contexte particulier, avec le retour notamment de l'année scolaire à plein temps après la période de la pandémie à coronavirus? Voilà l'une des thématiques que nous aborderons dans les 3 grands reportages qui vous sont proposés pour cette édition de Stratégie. Voici d'ailleurs le sommaire que signe Cynthia Dunang. Au sommaire de Stratégie ce soir, avec le retour de l'école à temps plein, nous vous proposons un flashback sur la rentrée scolaire en période de Covid et les dispositions prises par les parents et les établissements scolaires pour s'adapter à la crise. Découvrez également les coulisses de la confection des tenues scolaires ainsi que le business du manuel scolaire. Enfin, Stratégie vous replonge dans la fabuleuse histoire du Palais des Congrès de Yaoundé. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Dans quelques semaines, les carillons de la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2023-2024 vont résonner au Cameroun. Ils sont un peu plus de 9 millions, ces jeunes Camerounais qui vont retrouver le chemin de l'école avec pour spécificité cette année le retour de l'école à temps plein. Fini donc la mi-temps instaurée il y a 3 ans à cause de la pandémie à coronavirus. Et pour cette édition de Stratégie, je vous propose justement de faire un petit flashback en arrière, soit il y a 3 ans exactement, pour revoir comment les Camerounais s'étaient adaptés à cette nouvelle donne, notamment l'instauration de l'école à mi-temps, et comment la rentrée scolaire et ses préparatifs avaient été fortement impactés par la pandémie à coronavirus. Il s'agit d'un reportage à réaliser avec Brice Lionel Fotso et Richard Mani Ongene au montage. Opération retour à la maison pour Loïc et Junior Otabela. Pour ces 2 élèves du lycée général Leclerc de Yaoundé, il n'y aura pas école ce matin. C'est au portail de leur établissement qu'ils sont sommés par les surveillants de rebrousser chemin. Leur rentrée à eux se fera plutôt dans l'après-midi, à contrario de certains de leurs camarades qui, eux, ont rendez-vous avec les premières leçons après 7 mois d'interruption. Entre frustration et déception, accompagnés par leur mère, ils sont rejoints par des camarades qui découvrent comme eux la grille de répartition des salles de classe pour cette année scolaire. Une application de la mesure gouvernementale instaurant le système de mi-temps et réduisant le nombre maximum d'élèves à 50 par classe. Une mesure dictée par la pandémie du coronavirus, une pandémie qui s'est invitée au cœur des préparatifs de cette rentrée scolaire. Comment les parents et les établissements ont-ils préparé cette rentrée particulière? Quel impact la pandémie a-t-elle eu sur ces derniers? Que coûte l'application des mesures gouvernementales aux parents, enseignants et établissements scolaires? Cameroun, quand la Covid-19 dicte sa loi à la rentrée.
Gabriel Mengba, on commence par toi, viens prendre ton sac. Samedi 3 octobre 2020. Dans la famille Otabela, au quartier Nkolbison, l'heure est à la répartition des fournitures scolaires. Après des semaines d'achat, la mère, Paul Aurélie Bouni, peut enfin remettre à chacun de ses 3 enfants leur paquet minimum pour la rentrée. Il n'est pas encore question de livres, seuls les cahiers et le nécessaire de premier ordre sont distribués. Par rapport à l'année dernière, cette année a été vraiment difficile parce que c'est à la veille de rentrée que moi je parviens à acheter des cahiers. Et là, je n'ai qu'acheté des cahiers, pas de livres, même pas de tenues. Oui, ils sont là, ils n'ont pas encore de tenues de classe. Mais je pense que d'ici demain, si plaît à Dieu, on pourra en acheter. L'année passée, au moins, on a fait des achats une semaine avant. Mais cette année, on a dû serrer. C'est même avec beaucoup d'efforts que j'ai pu m'en procurer tout ceci. La perspective de la prochaine rentrée est un réel motif de soulagement pour Aurélie. Après 7 mois à la maison, ses garçons vont reprendre le chemin de l'école. De quoi souffler un peu après la crise. Durant cette dernière, justement, elle a passé des moments particulièrement difficiles, notamment dans son secteur d'activité. Paul Aurélie Bouni est infirmière dans une clinique privée. La Covid-19 a frappé de plein fouet ses revenus, comme pour bon nombre de ses collègues. Moi, en tant qu'infirmière, je bosse à Deo Gracia. Bon, depuis que le corona a commencé, le taux de fréquentation a vraiment chuté, ce qui fait que les revenus n'étaient plus pareils avec les arriérés de salaire. Et puis, entre-temps, même, on ne nous a même pas envoyé au quartier. On a diminué l'effectif. Mais grâce à Dieu, moi, j'ai été retenue. Je n'ai pas vécu ça, mais je vis quand même les arriérés de salaire. Donc, j'ai le salaire peut-être... Je travaille pendant 1 mois et demi avant d'avoir mon revenu. Pour la rentrée de ses enfants, le budget global, inscription et fourniture au complet se chiffre à près de 400 000 francs CFA. Pour l'heure, hormis les frais de scolarité, elle en est à plus de 70 000 francs CFA de courses. Une facture salée certes, mais pas de quoi décourager cette mère d'enfant qui a un avantage sur les autres parents. Dans son budget, elle a supprimé la ligne masque et gel hydroalcoolique. Le masque entre dans le budget, mais moi j'ai cet avantage, comme je suis infirmière, bon, je n'achète pas les masques. Prenons juste l'exemple d'un masque par jour, ça fait environ 1000 francs chacun, donc 3000 francs par semaine. Par rapport à la pandémie, pour les enfants, moi je n'ai pas de crainte, pas du tout, parce que les enfants sont moins exposés au corona. Les enfants qui sont exposés au corona sont des enfants qui ont des antécédents. Bon, les miens sont bien portants. Moi, je n'ai pas de problème par rapport au corona. Pour réaliser ces achats de rentrée scolaire en cette période de coronavirus, c'est ici au marché Mokolo que s'est rendue notre mère de famille. Dans cet espace marchand particulièrement bondé et achalandé aux couleurs de la rentrée scolaire où tout le monde se retrouve actuellement pour faire des achats. Quant au respect des mesures barrières, eh bien tenez-vous bien, on va dire que tout simplement le concept est rejeté au calendrier grec. Entre parents, élèves et commerçants, difficile de se frayer facilement un chemin dans les allées du marché Mokolo. Le principal marché de la ville vibre aux sonorités de la rentrée scolaire. Au menu, des bonnes affaires. La rentrée scolaire est vraiment très serrée. Le marché est dur. Nous sommes comme ça samedi même. Le dernier jour avant la rentrée scolaire. On ne voit pas les parents. C'est serré, c'est serré. L'une des hantises des parents à la rentrée, c'est la question de l'achat des manuels scolaires. Au marché Mokolo en ce samedi, veille de rentrée, le constat qui se dégage est pour le moins curieux. Si dans le secteur des cahiers et autres sacs de classe, les bonnes affaires sont au rendez-vous, dans les librairies, malgré l'affluence, les vendeurs font grise mine. C'est vrai qu'il y a l'affluence, mais les parents déplorent la pandémie de Covid qui a créé une période de trêve. Donc ils n'ont pas assez de moyens. Donc, sinon il y a l'affluence, mais les parents n'ont pas vraiment suffisamment de moyens.
Bon, sans pouvoir vous mentir, l'année dernière c'était nettement mieux. C'était nettement mieux. À moins 2 jours de la rentrée comme ça, on pouvait faire vraiment un chiffre d'affaires. On pouvait par jour faire même une recette de 300 000. Mais pour le moment, on atteint difficilement le cap de 300 000. Pour les parents, c'est quasiment la même rengaine. À cause de la pandémie, les moyens ont été réduits. Et au vu du prix des manuels, c'est chacun qui essaye de parer au plus urgent. Tenez par exemple, pour ce parent, la facture s'élève à 28 900 francs CFA pour l'ensemble des manuels de sa fille, élève en classe de 6e. Ceci, malgré le fait qu'il ait apporté dans la balance les anciens livres que cette dernière a utilisés au cours moyen 2, soit une réduction de 10 000 francs CFA sur sa facture globale. On devait demander aux importateurs, si possible, s'il fallait un peu subventionner pour qu'ils revoient un peu les prix des fournitures à la baisse, pour que les parents s'en sortent un peu mieux. Ça devrait être notre souhait. Il y a les grands grossistes qui ont même eu de retard au port. Donc ce qui veut dire qu'il y a d'abord même aussi pénurie sur le marché. Les parents sont frustrés avec le virus qui est dehors. Certains parents ne sont pas encore dans la chose de la rentrée scolaire. Ils attendent d'abord passer voir la première semaine avant de se mettre maintenant au niveau. L'année passée, on pouvait même rentrer à la maison comme ça. Au moins, si on n'a pas travaillé, on a au moins 50 000 dans la poche qu'on peut rentrer avec. Mais avec cette année maintenant, si on dit qu'on a quelque chose dans la poche, c'est 10 000. On a le droit. On a le droit. On ne va pas manger ça. On a le droit. Nous retrouvons la famille au Tabela le lundi 5 octobre au petit matin. En ce jour de rentrée, c'est le branle-bas général. Les enfants qui avaient pris l'habitude de grasse matinée doivent se préparer pour l'école. Pendant que les enfants prennent le petit déjeuner fait de bouillie avec des gâteaux, le père, Éric Valère, en profite pour prodiguer les derniers conseils. C'est une nouvelle année scolaire qui commence. Première des choses, d'abord, je vous ai envoyé à l'école. Je ne vous ai pas envoyé faire autre chose. Ça, c'est d'abord le premier détail. Deuxième détail, vos enseignants, ce sont eux qui vous forment. Vous devez leur donner du respect. Je ne voudrais pas entendre là que quelqu'un parmi vous a un problème avec. Vous pouvez avoir des petits différends, mais je ne voudrais pas entendre que vous avez eu, qu'on m'a convoqué parce que vous avez méprisé un enseignant. À journée spéciale, dispositif spécial. Même s'il perd une bonne partie de sa recette du jour, Éric a consenti à accompagner ses fils à l'école. Toute la famille dévale les 500 mètres de route les séparant de la garderie, où le père a laissé son véhicule pour la nuit. Un peu comme pour sa compagne, la reprise des classes est un grand ouf de soulagement pour ce chauffeur de taxi. Avec les restrictions gouvernementales entrées en vigueur le 18 mars dernier, son activité et ses revenus ont chuté de manière drastique. Pendant la crise, surtout au début de la crise, les Camerounais ne sortaient plus. Or, c'est quand les Camerounais, c'est quand la population est en activité que nous travaillons aussi. Vous avez beaucoup de personnes qui sont allées au chômage. Vous avez par exemple les hôteliers, les personnes qui travaillent dans les hôtels, qui se sont retrouvés au chômage. Ça fait moins de personnes à transporter. Les élèves même, avec les enseignants qui ne partaient plus à l'école, les élèves eux-mêmes qui ne partaient plus à l'école. Bon, c'est vrai qu'on avait déjà l'habitude avec les élèves qui partaient en vacances au mois de juin, juillet. Mais cette fois-ci, ça a été très différent. Pourquoi? Parce que pratiquement 60% de l'activité économique a été plombée. Comme j'ai pris par exemple le cas des hôtels, les aéroports qui étaient fermés, la gare, voyageurs étaient fermés. Globalement, c'est ça qui nous a surtout impacté. Le manque de personnes. Et sans oublier le temps où les bars étaient fermés. Vous savez que les Camerounais sortent beaucoup la nuit. Voir des élèves qui reprennent le chemin de l'école avec les embouteillages qui vont avec est un point positif pour tous les Camerounais. Même si pour l'heure, le bilan de la préparation de cette rentrée Covidée reste mitigé pour les parents,
et la pandémie bien présente dans un coin de leur esprit. Vendredi 9 octobre, soit 4 jours après la reprise des cours. Au complexe scolaire Nazareth de Nkozwa, en ce début d'après-midi, c'est le calme qui règne. Dans les classes du collège, les enseignants dispensent des cours à des élèves assidus. Dès l'entrée au portail, la présence de ces 2 grands seaux d'eau rappelle le contexte sanitaire actuel. Une seule consigne, se laver les mains avant d'accéder au sein de l'établissement. C'est la sœur Pauline Fona qui nous accueille. Membre de la congrégation des filles de Nazareth, elle dirige le collège qui est fonctionnel depuis 6 ans maintenant. Le complexe bilingue Sainte Famille de Nazareth est un complexe à 3 niveaux, cycle maternel, primaire et secondaire, un établissement bilingue d'enseignement général qui est dirigé par les missionnaires filles de la Sainte Famille de Nazareth. Ici, ce sont 800 élèves qui sont encadrés par une cinquantaine d'enseignants au quotidien. Un encadrement qui a dû être remodelé avec la survenue de la pandémie en mars dernier. D'abord, pour boucler la dernière année scolaire. Il y a eu des réaménagements parce qu'il fallait respecter les mesures barrières. Déjà, quand la pandémie éclate au mois de mars, avec l'annonce ministérielle qui nous demande de garder les enfants à la maison, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous sommes assis. D'abord, il faut obéir, obtempérer. Nous avons décidé avec tout le staff éducatif de voir comment continuer à donner cette éducation de qualité sans toutefois piétiner les mesures barrières. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les classes d'examen sont restées en salle en respectant le nombre de 20 par salle. 20 élèves du cours moyen de classiques qui sont restés et tous les autres ont été renvoyés à la maison. Nous avons continué à achever l'année en ligne. Pour ces réaménagements, l'école a dû puiser dans sa caisse de fonctionnement en y ajoutant une ligne de dépenses supplémentaires. Achat de 2 thermoflash à 60 000 francs l'unité, installation de gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque salle de classe, une réorganisation du système d'hygiène et de salubrité de l'établissement, ainsi que la désinfection complète de l'ensemble des 3 bâtiments à raison de près de 50 000 francs CFA par bâtiment. Des dépenses qu'il a fallu reproduire lors de la préparation de la nouvelle année scolaire. La pandémie nous a surpris au niveau de l'infrastructure, de l'emplacement, la mise en place de l'établissement tel qu'on l'appelle. Mais le mois de juin et juillet nous a donné le temps de réorganiser. Par exemple, maintenant, si nous montons, vous verrez que chaque élève est assis sur sa table, sur sa place. Et même les salles où on partageait 1 ou 2 blancs, des places assises, ce n'est plus le cas pour respecter les mesures barrières. Avant, nous allions jusqu'à 40 peut-être par classe ou 35. Maintenant, c'est 25 parce qu'il a fallu éclater les salles de classe. Dieu merci. Pour le moment, nous avons assez d'espace parce que l'établissement naît et grandit au fur et à mesure. On a pu respecter cette mesure de distanciation. Entre le réaménagement des salles de classe et la mise sur pied de la plateforme numérique pour le distant learning, comptez entre 6 et 7% de dépenses supplémentaires pour l'établissement. Un pourcentage réduit considérablement par les dons de l'archevêché et du ministère de tutelle. En temps normal, il faut compter environ 12 à 15% de frais supplémentaires pour un établissement de cette taille et un peu plus pour les plus grands. Monseigneur Baga avait remis à tous les établissements catholiques des seaux avec des robinets, des petits seaux, des vaches, c'est pas des sprinklers. He gave us sprinklers et aussi des masques et beaucoup de savon pour pouvoir respecter les mesures d'hygiène au moins. Enfin, quand même, ça a amorti et ça se sent. Non, s'il fallait acheter tout cela, alors ce qui reste, qui va coûter, ce sont peut-être les désinfectants pour les toilettes et peut-être les personnes qu'on appelle de temps à autre pour désinfecter tout le bâtiment à une fréquence régulière, surtout tout ce qui est acier. Vous voyez que le bâtiment, c'est la vitre et l'acier. Et c'est là que mon ami, le Covid, aime s'installer. Donc, tout le temps, il faut passer. Vous voyez, on a rencontré les ménagères. Après la pause, il faut passer. Les élèves, il faut passer. On utilise les toilettes, il faut nettoyer. Donc, ça va coûter, mais la vie n'a pas de prix.
Dans ce collège confessionnel, un autre avantage qui limite les coûts de la rentrée, c'est bien la non-application du système de mi-temps, à cause des faibles effectifs. Dans les établissements publics, comme le lycée Général Leclerc, cette mesure est plus qu'impérative. L'administration a ainsi procédé à un éclatement en 2 sections du lycée, avec des classes de 50 élèves maximum qui fonctionnent en mi-temps, de 7h30 à 12h pour le premier groupe et de 12h30 à 17h30 pour le second. Un réaménagement horaire qui impose un surplus de travail tant au staff administratif qu'enseignant. Des enseignants déjà appelés à consentir à des sacrifices énormes durant la pandémie et qui sont appelés à poursuivre sur la même voie. Pour comprendre comment cela se vit au niveau des enseignants, nous avons rendez-vous avec Roger Kafofoku. Il est président national du syndicat autonome des enseignements secondaires, le SNAES. Avec près de 40 ans d'expérience dans l'enseignement, l'enseignant de français au lycée bilingue de Tchang est à Yaoundé pour une série de concertations au ministère des enseignements secondaires en relation avec la rentrée. Une rentrée pleine d'inquiétudes pour ses collègues enseignants. La Covid va induire pour l'enseignant des changements qui me semblent être des changements économiques profonds, parce que sa bourse sera affectée, notamment, vous savez qu'on ne doit pas porter le même masque toute la journée, tous les jours, toute la semaine. Donc il y a un budget masque qui va entrer dans la planification financière de l'enseignant. Je crois que jusqu'ici, aucune consigne n'a été donnée par le gouvernement pour que les masques soient donnés à tous les enseignants à un rythme acceptable. La réorganisation du temps scolaire, il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est une réorganisation qui ne va pas concerner tous les établissements, mais les établissements des grandes villes et des grandes métropoles. Les villes régionales, les capitales nationales, les villes départementales de beaucoup de régions, parce que beaucoup de nos villes départementales aujourd'hui ont des établissements à gros effectifs. Et dans ces établissements-là, le temps de l'école va se structurer de telle sorte qu'on aura 3 plages. Une plage en matinée de 5 heures, en après-midi d'à peu près 4 heures. Et une dernière plage qui concerne davantage le téléenseignement et les élèves qui va aller de 18h à 20h, 20h30. Ce qui signifie qu'un enseignant va être prêt à enseigner les plages de la matinée et aussi les plages de l'après-midi, en fonction de la disponibilité des enseignants. Si on avait de la ressource humaine suffisante dans l'enseignement, et je dis si parce que je sais qu'on n'en a pas, le taux de vacatariat dans l'enseignement secondaire que je connais mieux n'est pas très loin d'être le tiers du personnel, autour de 30-33%. Ce qui veut dire que lorsqu'on va avoir le système de double flux, comme on dit souvent, il sera inévitable pour un certain nombre d'enseignants d'être en même temps présents en matinée et en après-midi. Des dépenses auxquelles il faut désormais ajouter tant pour les établissements que pour les enseignants les frais liés au téléenseignement ou à l'enseignement à distance qui, avec la pandémie, devient indissociable de l'école en présentiel. On parle alors du nouveau paradigme de l'éducation au Cameroun. L'enseignant va devoir en même temps avoir à augmenter les coûts de préparation de ces leçons. Ça, c'est peut-être un aspect sur lequel on ne réfléchit pas encore pour l'instant. J'aimerais attirer l'attention des gens là-dessus. Et ce sera en rapport avec le téléenseignement. Le téléenseignement va apporter des innovations, mais qui auront également un coût. Et ces coûts ne seront pas pris en charge par
le gouvernement. Et donc, la question même de la prime de documentation et de recherche de l'enseignant va se poser avec une plus grande acuité, parce qu'il aura beaucoup plus qu'avant besoin de cette prime pour s'équiper en outils numériques, pour s'équiper en ouvrages scientifiques, en ouvrages didactiques, en documents pédagogiques. Il lui faut désormais asseoir sa bibliothèque. Je pense que l'une des solutions serait de mettre sur ces plateformes un certain nombre de ressources pédagogiques, didactiques, scientifiques accessibles pour les enseignants, mais ça ne sera jamais suffisant. Chaque enseignant devra diversifier ses sources et tout cela aura un coût. Une nouvelle ère pour laquelle il faudra une bonne adaptation pour une maîtrise de l'éducation au Cameroun. Nous sommes en train de faire un saut vers l'inconnu. Et du moment où nous pouvons distinguer quelques éléments qui nous permettent de nous faire une idée de cet inconnu, il faut profiter de ces indices pour nous préparer. Et je voudrais dire qu'à long terme, je ne sais pas si c'est dans 10, 15, 20 ans, les campus numériques qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui et qui étaient quelque chose d'absolument qui relevait de la science-fiction il y a quelques années, dans 10-15 ans, les campus numériques seront aussi communs que les campus ordinaires que nous avons aujourd'hui. Ainsi donc, au-delà de toute perception, c'est un renouveau du système éducatif qu'a conduit la pandémie du coronavirus. Avec des changements perceptibles aujourd'hui à une infime échelle, mais qui pourraient radicalement changer la société camerounaise de demain. Encore faut-il pour cela s'y adapter. Je vous le disais donc à l'entame de cette édition de Stratégie, la rentrée scolaire, c'est surtout une période de bonnes affaires. On parle d'un marché d'un peu plus de 9 millions de consommateurs pour un chiffre d'affaires avoisinant les 100 milliards de francs CFA. Et quand on est parent d'élèves, il y a de quoi perdre la tête entre le choix pour les tenues scolaires, les manuels ou encore les établissements pour nos différents enfants. Comment réussissent-ils donc à se départir des pièges qui leur sont tendus? Comment réussissent-ils à préparer une rentrée scolaire efficace pour leurs enfants? Je vous propose ce dossier réalisé par l'ensemble de la rédaction de Stratégie qui vous plonge dans les coulisses de la confection des tenues scolaires, mais également dans le marché du livre qui est assez complexe. Et pour terminer, avec un portrait du collège Jean Tabi de Yaoundé, le meilleur établissement du Cameroun selon le classement effectué par l'Office du baccalauréat. Reportage. À chaque rentrée donc, c'est désormais la même chanson. Le refrain est connu, le florilège de plaintes incessants et les parents bien que coutumiers du fait chantent à l'unisson la cherté de la vie et le coût élevé du manuel scolaire. D'une année à une autre, la principale fausse note est toute désignée, c'est le livre. Pourtant, sa mise à disposition à la rentrée est au centre de toutes les attentions. De la publication de la liste des livres au programme, objet de toute une commission, à l'homologation des prix, tout devrait y aller pour le mieux. Mais que non. Dans les coulisses de l'éducation, le changement incessant des livres au programme et la guerre des éditeurs cachent bien un trésor. Pas le trésor livresque au sens du savoir, mais bien un gigantesque marché de près de 8 millions de potentiels consommateurs pour en moyenne 500 milliards de francs CFA à se partager chaque année entre les différents acteurs de la chaîne. De l'auteur du livre au point de vente, en passant par l'édition, l'imprimerie et la distribution, ce marché est donc devenu fortement concurrentiel. Comment se fait la répartition du prix d'un manuel scolaire entre tous ces intervenants? Qui gagne quoi? Nous avons feuilleté une à une les pages du livre des bonnes affaires. À l'autre bout de la chaîne du livre,
se trouvent les points de vente, les librairies. Nous en avons visité quelques-unes à Douala. Notre liste de livres bien en évidence. Lorsqu'un parent achète un livre ici, il paye un prix. Celui-ci est identique, quel que soit le point de vente. La rémunération du libraire oscille autour de 20% du prix de vente. Sur ce marché, on parle de remise. Lui, c'est Michel Djenda, libraire. Il est dans ce secteur de la vente du livre depuis une trentaine d'années déjà. Pour cette année, Michel a importé des ouvrages à hauteur de 20 millions de francs CFA. Il ouvre avec nous la page consacrée à leur part de marché. Il faut payer 1% de précompte d'impôt qu'on pourra récupérer. Ce qui fait qu'il faut qu'un libraire fasse un gros chiffre d'affaires pendant un mois, le mois de septembre, pour avoir cette marge de 10% et pour couvrir par exemple une charge. Vous voyez qu'en un an, un libraire, ce n'est pas facile. Un libraire fait 10 millions de chiffre d'affaires. De vente de livres, ça va être un peu compliqué. Et si vous faites donc, prenez 19%, ça fait 1 million de bénéfices, 1 900 000 divisé par 12, pour voir la charge annuelle que le livre peut nous amener à supporter, ce qui n'est pas facile. Cependant, la vente du livre scolaire représente en moyenne 25% de son chiffre d'affaires. À côté de ces points de vente classiques, le marché du livre d'occasion se meurt. Le changement constant des livres au programme n'arrange pas les affaires. Dans les rues de la capitale économique, quelques résistants des livres du poteau ont du mal à faire de bonnes affaires. Les années antérieures, ce marché a été un marché fructifiant. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de listes, de noms de livres, on voit en français 5 qualités, 6 qualités. Donc cette multitude de livres a gâté le marché des livres. On change trop les livres. Chaque année, on sort un livre, le même éditeur qui sort un livre par exemple comme les Majors, on l'utilise pour 2 ou 3 ans. Et après, il ressort un autre Major Reverse, alors que c'est le même éditeur. Ça fait de telle sorte que les parents sont découragés. Un parent qui a acheté le livre à la librairie revient avec le même livre qu'il a acheté cette année et est incapable de changer ou de le vendre. Les parents sont donc obligés de se retourner vers les librairies à chaque rentrée, abandonnant ainsi les ouvrages achetés les années précédentes. Un manque à gagner certain. Les libraires sont généralement ravitaillés par le distributeur qui prend en charge la mise en place et la gestion des stocks. Au Cameroun, Messa Presse est l'un des principaux diffuseurs-distributeurs des manuels scolaires. Nous avons rendu une petite visite dans ses bureaux et entrepôts en Dokoti. L'entreprise pèse pour en moyenne 4 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuellement. La distribution du livre représente 55% de l'activité. Laurent Boin, directeur général, nous a conduits dans ce labyrinthe de la distribution du livre. Le gros de cette activité librairie, c'est évidemment le livre scolaire. Pendant ces 2 mois-là qui sont en cours, c'est-à-dire août et septembre. Messa Presse intervient pour mettre à disposition des libraires, donc, et plutôt dans une activité B2B, les livres scolaires qui sont transmis par des fournisseurs qui sont les éditeurs de livres. Donc, vous avez plusieurs catégories d'éditeurs. Vous avez les éditeurs, on va dire, de livres qui sont importés. Donc, par exemple, effectivement, Edicef, Hatier, Belin ou Nathan avec Interforum. Donc, nous travaillons avec l'ensemble de ces fournisseurs. Mais également les éditeurs nationaux, camerounais, qui sont sur la place et que nous pouvons également référencer et proposer dans nos entrepôts pour les libraires qui viennent s'approvisionner chez nous. En ce mois de septembre, des millions d'ouvrages sont exposés et entreposés ici. Une bonne partie des ouvrages vient des fournisseurs étrangers. Il faut donc compter avec les charges liées au transport et à la douane. Messa Presse est sur une moyenne de rémunération de 10 à 15% du prix de vente public d'un livre. Il y a en fait un coût de distribution qui a plusieurs étages, plusieurs niveaux. Vous avez déjà, en termes de distribution, vous avez tout le transport. Je parle par exemple des livres qui sont importés, dont nous parlions tout à l'heure. Donc il y a toute une partie de transport et de dédouanement qui intervient
dans la décomposition du prix, il y a l'intervention de Messa Presse et il y a la rétribution des libraires qui sont les détaillants pour proposer le livre aux parents d'élèves. Et ça peut fluctuer selon les produits, selon le mode d'acheminement, encore une fois, selon les conditions commerciales avec les fournisseurs, puisqu'évidemment, tous les fournisseurs ne fonctionnent pas sur le même modèle commercial. Dans le cycle de la distribution et de la vente du livre, on est donc sur une moyenne de 30% du prix final d'un manuel. Pour qu'un livre soit mis à la disposition d'un distributeur, il doit être fabriqué. L'imprimeur est le plus souvent un prestataire en contrat avec l'éditeur. Nos équipes à Yaoundé se sont rendues à la Sopecam, l'imprimerie nationale, pour en savoir plus sur sa part du gain. La part du livre scolaire dans le chiffre d'affaires de la Sopecam reste marginale parce que la Sopecam ne vient que de commencer cette activité. Pour avoir une idée encore plus précise sur la part de l'imprimeur dans le prix d'un livre, nous avons rencontré Marcel Vunda, ancien directeur général des éditions Clé. Pour lui, l'équation est simple. La règle classique pour fixer le prix final du livre pour la vente au public, c'est de multiplier le prix, le coût d'impression par 3. Donc, quand on a fait ce calcul-là, un livre imprimé à 1000 francs va être vendu sur le marché à 3000 francs en moyenne. Et qu'en est-il des parts de l'éditeur et de l'auteur? Monsieur Vunda va refaire le calcul pour nous, afin de dégager celle-ci. Lorsque le libraire encaisse 3000 francs d'un lecteur, il y a une clé de répartition qu'il faut prendre en compte. La première chose, c'est les droits d'auteur. Et la moyenne des droits d'auteur, c'est 10 à 15% du prix du livre. Donc, un livre qui est vendu à 1000 francs va rapporter à son auteur entre 100 et 150 francs. C'est pour ça qu'il est important pour les auteurs, pour ceux qui croient pouvoir s'enrichir dans le livre, de prendre la mesure des choses. On ne peut gagner suffisamment d'argent en tant qu'auteur, en termes de droits d'auteur, dans le domaine de l'édition, que si on vend de très grandes quantités de livres. Deuxième chose, le libraire qui vend le livre retient 20% en moyenne. C'est entre 20 et 30% que le libraire retient. Donc un livre vendu à 1000 francs rapporte au libraire plus qu'à l'auteur. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la loi du marché. Donc le libraire qui vend un livre à 1000 francs retient 200 francs pour lui dans ses frais. Maintenant, l'éditeur qui produit le livre, pour que ce livre atteigne le libraire, le remet à un diffuseur, les services de messagerie. Voyez? Et lorsque le service de messagerie a transporté le livre, la moyenne de ce qu'il perçoit, c'est 10 à 12% du coût, oui, du prix de vente publique de ce même livre. Il reste donc quoi? Il reste, si vous enlevez 10% pour l'auteur, 20% pour le libraire, 10% pour le diffuseur, il reste 60%. Et un livre publié à compte d'éditeur, c'est-à-dire quand c'est l'éditeur qui a investi son argent, dans ces 60%, il y a des charges qu'il amortit et il y a un bénéfice qu'il fait qui est difficilement supérieur aux 10 à 15% qu'il paye à l'auteur. Ainsi donc, voici à quoi pourrait ressembler le schéma final et représentatif du processus de production et de commercialisation du livre scolaire. 20% du prix de vente publique pour le libraire, 10% pour le distributeur, 15% pour l'éditeur, 10% pour l'auteur et 45% dédiés à la fabrication et autres intrants. Une chose est certaine, le marché des livres scolaires est devenu fortement concurrentiel. Il s'est éloigné de l'univers de l'éducation pour devenir un produit de consommation comme un autre. Pour un enjeu financier estimé à plus de 500 milliards de francs CFA, le mercantilisme prend le pas sur la pédagogie et les acteurs de la chaîne s'arrachent les pages du livre des bonnes affaires. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné. Yaoundé, 5 septembre 2016 est jour de rentrée scolaire au Cameroun. Nous sommes au quartier Ngwaekele. Il est environ 15 heures. Dans cette rue que partagent plusieurs établissements scolaires, difficile pour un piéton de circuler. À cette heure de la journée, les élèves dictent leurs lois à tout autre usager du trottoir. C'est la sortie des classes.
Ici, l'on peut faire la différence entre les élèves du lycée de Ngouaikele et ceux du CS ou du CETIC de Ngouaikele grâce à leur uniforme scolaire. Cette tenue quotidienne est le premier indice d'identification d'un élève. Qui les produit? Quels sont les prix de vente homologués sur le marché? Ces prix sont-ils raisonnables? Les réponses dans cette enquête. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. La main, venez. Est-ce que les cuissons là? Marie-Claire Atangana, enseignante, est la maman de Julien Pascal, ce petit adolescent qui vient d'obtenir son probatoire. À moins de 3 jours du début des classes, Marie-Claire est ici au marché central de Yaoundé pour offrir à son fils une nouvelle tenue. Alors, nous la suivons. Madame Atangana nous entraîne dans ce bunker au sous-sol de cet immeuble. C'est l'atelier de confection et de vente des entreprises Mandilaris, une structure spécialisée dans la production industrielle des uniformes scolaires au Cameroun. Bonjour madame, je peux avoir la tenue du lycée Leclerc? Taille 36. Il peut essayer. Viens me monter. La tenue de Julien Pascal semble correspondre à ses mensurations. Sa maman, satisfaite du résultat, procède à l'achat. Pour moi, Mandelaris, c'est une confession qui a fait ses preuves. Hein, parce que moi-même jeune, je me suis approvisionnée ici. Et généralement, il n'y a pas de problème de couture. La couture est bien faite. Et puis, bon, les autres, moi, je ne leur fais pas confiance. Hein. Ici, les salaires des employés se situent entre 60 et plus de 300 000 francs CFA, avec une masse salariale mensuelle de près de 4 millions. 800 uniformes scolaires produits par jour, une réalisation de 60 employés. Voilà en quelques chiffres la réalisation de l'entreprise Mandilaris, leader dans la production des uniformes scolaires au Cameroun. Autour de moi, ces hommes et femmes qui se réveillent tous les matins, ils sont à pied d'œuvre pour la réalisation de cet exploit. Dieudonné Pekoko, chef d'atelier, est l'un des artisans de ce succès. Il travaille ici depuis 30 ans. Son activité quotidienne consiste à faire la coupe et la répartition des tâches. Il nous informe hors caméra que le succès de l'entreprise repose aussi sur la pratique des prix homologués par le ministère du Commerce. Il s'agit de 2500 pour les enfants de la maternelle. Au primaire, 4850 pour les garçons de 6 à 8 ans et 5500 pour ceux de 8 à 12 ans. Quant aux filles, 3850 pour celles de 6 à 8 ans et 4500 pour celles de 8 à 12 ans. Au secondaire, 7000 francs pour les garçons de la taille 32 à la 36 et 8000 francs de la 36 à la 40. Celui des filles est de 7000 de la 32 à la 36 et de 7500 de la 38 à la 40. Pour savoir quelles sont celles pratiquées dans les marchés, nous faisons une escale au marché Mokolo. Ici, difficile d'obtenir la moindre information. Alors, nous décidons de faire un tour près des établissements scolaires. Direction lycée d'Anguissa. Autour du lycée, les ateliers de couture ont transformé leur business en opération spéciale uniforme scolaire. Ici, la concurrence est rude. Nadège Tchepenia, couturière, est propriétaire de cet atelier près de l'école. Son business souffre de la rivalité. Installé ici à Anguissa, à proximité du lycée, c'est vraiment difficile parce que les gens sortent d'ailleurs. Ils viennent installer en face du lycée. Comme peut-être moi je suis un peu éloigné du lycée. Ceux qui viennent s'installer en face, ils vendent les tenues vraiment à
à vivre prix. Nous avons rencontré ces occupants temporaires dont Nadège se plaint. Tina Merci est décoratrice. Depuis 5 ans, elle confectionne les uniformes scolaires qu'elle vend ici à la rentrée. Les garçons, c'est 7 000. Les 6 000, 6 000. Et vous avez un bénéfice moyen de combien? Vous gagnez combien par tenue? Ça dépend. On le fait beaucoup. Donc on ne peut pas... C'est par là qu'on gagne. Prochaine destination, quartier Mendon. Ici, le complexe scolaire Emmaüs, en abrégé Cosby, dans la zone porte le nom. Photopon, où est ta cravate? Qu'est-ce que ta cravate fait entre tes mains? Où est-ce qu'on doit retrouver la cravate? Regardez. Où est-ce qu'on doit retrouver ta cravate? Où est-ce qu'on doit retrouver ta cravate? La cravate fait partie de l'uniforme. Ça fait partie de l'uniforme. Et l'uniforme, elle est complète lorsque elle est avec ta cravate. Tu ne dois pas garder ta cravate dans le sac ou dans le casier et tu estimes que tu as la tenue de l'école. Ngwa Cyprien est le directeur de cette école. Les parents sont libres de confectionner partout. Vous allez constater qu'en descendant vers André Simbok, il y a des tailleurs partout. Et les tenues de l'école sont confectionnées. Donc les parents sont libres de payer là où ils pensent que c'est moins cher. Au Cosby, pas question de passer outre les instructions du ministre du Commerce. L'interdiction de vente des tenues au sein de l'établissement est respectée. Toutefois, les parents sont orientés vers une librairie située à moins de 200 mètres de l'école. Moi, ne sachant pas comment ça se passe, l'école qui m'a orienté, ici où je pouvais avoir les tenues de toutes les tailles et de toutes les classes. L'ensemble complet, pull vert, culotte, en fait toute l'arsenal de tenues de classe, ça coûte 12 000. Destination finale, lycée Général Leclerc. Ici, nous venons rendre une petite visite à Julien Pascal. C'est l'heure de la récréation. Difficile de le repérer au milieu de cette masse d'élèves. Mais après plus de 5 minutes de recherche, nous le retrouvons enfin. Le futur bachelier est désormais plus épanoui au milieu de ses camarades dans sa nouvelle tenue de classe. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Chers élèves, une nouvelle année scolaire s'ouvre à toi. Une nouvelle chance t'est donnée. Voilà, investis-toi, donne-toi à fond. Des mots justes, pleins d'émotions, d'une délicatesse à nul autre pareil. Entre ces lignes, la clé du succès de cet élève. L'auteur de cette lettre, c'est elle, sœur Anastasie Bécono, servante du 5 heures de Marie, principale du collège Jean Tabi depuis 2012. Un établissement scolaire privé catholique d'enseignement secondaire général de l'archidiocèse de Yaoundé, ayant le plus fort taux de réussite au baccalauréat au Cameroun. Un succès qui se résume en 3 mots: prière, travail, discipline. À quelques jours de la rentrée scolaire, le collège Jean Tabi affiche fière allure. Les inscriptions sont closes. Dans l'enceinte de l'établissement, des parents vont et viennent. Objectif, se procurer des tenues scolaires pour leurs enfants et régler les derniers détails. Nous sommes le 2 septembre. Tout doit être prêt avant le 5, date de la reprise des classes. Jean Moncam, directeur d'auto-école, a 2 enfants inscrits en classe de 5e et 3e dans ce collège. Le cadre est bien, la discipline d'abord et la collaboration entre les parents enseignants. Pour peu qu'un enfant est indiscipliné, directement le parent est convoqué. Et les 2 parties, n'est-ce pas, trouvent une stratégie pour ramener l'enfant à l'ordre. Tout comme M. Moncam, Marie-Pierre a sa nièce inscrite dans cette école depuis 2 ans déjà, un choix qui s'appuie sur le caractère religieux de cet établissement.
Ses parents ont estimé qu'il était mieux pour elle d'avoir une éducation dans un environnement religieux sain, quoi. Fondé en 1956 par les pasteurs et fidèles de la paroisse d'Etoudi, le collège Jean Tabi devient une œuvre diocésaine en 1971 et est dirigé depuis 1975 par la congrégation des sœurs servantes de Saint-Cœur de Marie, dont est issue la sœur principale Anastasie Bekona. Elle a sous ses ordres 125 coopérateurs, dont une centaine d'enseignants permanents et vacataires. Notre force, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui bénit l'œuvre de nos mains. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Voilà. Je pourrais ajouter que la force de Jean Tabi réside dans la planification anticipée des activités, la discipline, le travail bien fait. Premier taux de réussite au bac en 2007, le collège Jean Tabi figure régulièrement en tête du palmarès annuel des lycées et collèges établi par l'Office du baccalauréat du Cameroun. Pour maintenir le cap, certains ingrédients sont nécessaires. Des activités périscolaires, des activités spirituelles pour accompagner nos élèves. Parce que notre objectif n'est pas de former des hommes au papier, des hommes au diplôme, mais c'est d'offrir une formation intégrale à tout Jean Tabien. Pour une année réussie et des résultats impeccables, la sœur principale mise sur l'anticipation. J'ai là l'agenda du personnel et l'agenda de l'élève. Au congé de Pâques, nous avons planifié l'année scolaire qui va bientôt débuter. Toutes les activités qui vont se vivre au courant de cette année sont dans cet agenda. Dans la maison, on appelle cet agenda la Bible. Nous sommes le 5 septembre, jour de rentrée scolaire. Le collège accueille 1765 élèves cette année. Les effectifs par classe varient entre 50 et 70 élèves. Une cérémonie solennelle est organisée pour leur souhaiter la bienvenue. Les parents des nouveaux élèves ont été informés par SMS. Alors que chaque classe est conduite par son professeur titulaire, une attention particulière est accordée aux plus jeunes qui intègrent la classe de 6e. Les bleus, comme on les appelle ici, sont accueillis par les aînés de la terminale pour une intégration directe. Le flambeau, Audion aux garçons, Monsieur Fathieu et Monsieur Tidastaël à l'élève de Oyono. Le son, vous faites le tour, chers amis. On peut les applaudir là, chers parents, chers élèves. Ces futurs champions. Pour compter parmi les effectifs de ce prestigieux établissement, il faut obligatoirement passer un concours officiel. Et c'est en classe de 6e qu'on recrute le plus. Ferdinand Bala, préfet des études, vient d'être nommé pour le compte de cette nouvelle année, surveillant général du second cycle. Nous faisons le concours comme partout ailleurs. Et nous commençons la meilleure note, le premier jusqu'à 288e. Quand on a 288 places dans les 6e. C'est comme ça que nous prenons. Maintenant, il peut arriver que c'est une promotion qui travaille beaucoup. Et que peut-être le 288e a 13 de moyenne. Là, les gens vont dire qu'ils ne prennent que les 13 et 14, les 15 et 17. Si une autre année, le 288e n'a que 11, puisqu'on doit avoir ces élèves-là, on est obligé de prendre avec 11, le dernier avec 11 de moyenne. 9 heures. Le temps est donné pour un nouveau challenge. Dans le souci de bien encadrer cette jeunesse parfois fragile, des journées à thème sont organisées au courant de l'année, telles la journée retour aux sources ou encore la journée de créativité des talents. À cela s'ajoute le comité de la persévérance scolaire que pilote Léopold Elomo Aïssi, enseignant. Le comité de la persévérance scolaire s'occupe donc de gérer toutes les situations en difficulté. Toutes les situations de difficulté des élèves qui travaillent mal, les élèves qui ont des problèmes pour organiser leur travail, des élèves qui ont des problèmes de discipline, des élèves qui n'arrivent vraiment pas à s'adapter au rythme scolaire du collège Jean Tabi qui est assez exigeant. Donc, le comité donc comprend exactement 4 membres. Notre objectif donc c'est promouvoir la politique zéro échec, zéro abandon. Une stratégie qui marche.
Dans cette classe de terminale C, la moyenne d'âge est de 16 ans. Ici, on ne connaît pas l'échec. Manuela, 16 ans, est élève dans ce collège depuis la classe de 6e. Au collège Jean-Tabi, on travaille beaucoup. C'est une question de persévérance, d'organisation. Rodrigue, quant à lui, a intégré l'établissement en classe de seconde et a très vite palpé le contraste avec son ancienne école. Arrivé ici, là, j'ai remarqué déjà que les élèves étaient plus jeunes, déjà d'âge. Et aussi, c'était un peu plus discipliné que dans mon ancien établissement. Selon Pierre Ambé, titulaire en seconde A, on ne fait pas de différence entre nouveaux et anciens. Une fois le portail franchi, on est juste des gens tabiens. J'ai d'abord commencé mon année scolaire dans de très bonnes conditions ce matin avec mes élèves. Et alors, en ce qui concerne les nouveaux qui viennent de nous retrouver au niveau de l'établissement, rassurez-vous, Jean Tabi, c'est une grande famille. Et dès lors qu'on a démarré, personne, aucun apprenant n'est plus considéré comme nouveau. Du côté des Bleus, on s'intègre déjà. À 9 ans seulement, Sandra porte pour la première fois l'uniforme du collège Jean Tabi. Le jour du concours, j'avais un peu peur d'échouer, mais j'ai réfléchi avant d'écrire et j'ai réussi. Je compte essayer de réussir jusqu'en terminale. Idem pour Guy Raymond, 11 ans, qui s'est déjà fixé quelques objectifs pour cette année scolaire. Je compte passer mon année en travaillant bien. Ce qui me plaît dans cette école, c'est la discipline. Peut-être finira-t-il lui aussi ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, comme Laurent Serge Etoudingoa, ancien Jean Tabien. C'était un encadrement particulier. Les enseignants, qui j'avoue à cette période-là, n'étaient pas aussi bien formés que ceux que nous avons à l'école normale supérieure aujourd'hui. Les enseignants, c'était parfois des gens qui avaient juste un probatoire, juste un baccalauréat, mais tous les élèves étaient suivis. Au bout de tout, chaque 15 jours, il y avait, comme on appelle aujourd'hui les séquences, on appelait ça les quinzaines. Chaque quinzaine, il y avait un examen et ça créait de l'humiliation. Tous ceux qui étaient bons, le premier, le deuxième, jusqu'au troisième, ils étaient en vert. On mettait leur nom en vert. Tous ceux qui suivaient étaient en bleu et les 4 derniers étaient en rouge. Alors, il fallait se distinguer pour être en vert. Et vous étiez un héros dans le collège. Je n'insisterai jamais assez sur la discipline parce que chaque retard avait une sanction. Quand vous aviez 4 retards, c'était déjà pour vous un avertissement. Avec une performance de 100% au baccalauréat, 99,34% au probatoire et 100% au brevet d'études primaires pour le compte de l'année scolaire 2015-2016, le collège Jean Tabi compte bien garder son rang de premier de la classe cette année encore. Je vous propose à présent une petite balade sur l'une des 7 collines de Yaoundé. Je ne vous emmène pas du côté de Ngwaekele, la colline du savoir, mais bien du côté du mont Nkolnyada, l'un des plus hauts sommets de la ville. Il trône depuis 40 ans l'un des bâtiments les plus majestueux et les plus importants dans l'histoire, que ce soit politique ou culturelle, de notre pays. Il s'agit du Palais des Congrès de Yaoundé. Un bâtiment qui a célébré donc ses 40 ans avec faste, l'an dernier avec notamment des manifestations qui ont couru sur pratiquement une semaine. Je vous propose de revenir sur ce document exclusif que nous avons réalisé à l'occasion de ces 40 ans avec Franck-Kevin Moussongo et Richard Mani-Ongene au montage. « 40 ans après son inauguration, le 12 mai 1982 par le président de la République Amadou Ahidjo, le Palais des Congrès de Yaoundé, fruit et fleuron de la coopération sino-camerounaise, a conservé dans l'imagerie populaire une place de choix. Une position unique du fait de son histoire singulière et des événements abrités dans ses murs. Une histoire unique également du fait du passé et des légendes autour de cette colline qui l'abrite, en plein cœur de la cité capitale politique du Cameroun. Le Palais des Congrès est dans la mémoire collective de tous les Camerounais. C'est le lieu de rassemblement
des Camerounais. C'est le lieu que les Camerounais aiment à fréquenter. Les grands événements, fut-ils politiques, diplomatiques, économiques ou culturels, se tiennent au Palais des Congrès. Donc, le Palais des Congrès, c'est vraiment, pour les Camerounais, un lieu qui a une signification particulière. Palais de Congrès, pour le chef Tchinga que je suis, évoque un lieu mythique, connu par tout le peuple camerounais, voire le monde entier, lieu où se tiennent les plus grandes manifestations de notre pays. Et je crois que nous ne pouvons qu'être fiers que ce lieu se trouve dans notre village. Se rendre au palais des congrès de Yaoundé, c'est se rendre dans l'un des hauts lieux de la République du Cameroun. Situé au sommet du mont Kolniada, l'une des 7 collines mythiques de Yaoundé, à un vol d'oiseau du palais de l'Unité et quasiment au centre de la ville, le palais des congrès offre une vue imprenable sur la capitale politique du Cameroun. Donc de la République populaire de Chine au Cameroun, les négociations autour de la construction du palais des congrès de Yaoundé débutent en 1971, après l'établissement des relations diplomatiques entre le Cameroun et la République populaire de Chine. En 1973, au cours d'une visite d'État du président Amadou Ahidjo en Chine, les éléments autour de la construction du palais des congrès et du palais des Verts de Ngouaïkélé, siège de l'Assemblée nationale, sont arrêtés. Si la pose de la première pierre a lieu en 1975, c'est en 1978 que les travaux débutent après l'expropriation pour cause d'utilité publique des populations autochtones occupant les flancs et le sommet du mont Kolniada. En effet, depuis quelques années, s'y est installée une partie du peuple Tinga, conduit par Atangana Mbezele, dit Azombo Mbezele. Encore présente sur le flanc de la colline, sa tombe témoigne du passage remarqué de ce chef Tinga. Une tombe que tiennent à nous présenter les notables Tinga avec à leur tête le chef de 3e degré de Tinga 1, Sa Majesté Achille Tanga, par ailleurs président du regroupement mondial du peuple Tinga, et Gabriel Bomba Dieudonné, commissaire de police à la retraite et patriarche Tinga. On connaît une histoire, parce que la colline c'est Kolniada, c'est la colline du sésame, mais le nom même du village c'est Untougou. Les habitants sont les Tinga. Dans les Tinga, celui qui avait occupé la colline, c'était un grand guerrier du nom de Atangana Mbezele, alias Azombo Mbezele. Son père était Etundi Awana. Toutes les collines dans le monde ont toujours un sol très fertile. Quand vous prenez un peu le cas de Tombel avec les larves du mont Cameroun, vous voyez dans le Mungo. Ça veut dire que cette colline est vraiment très prospère pour la culture. Effectivement, le palais de congrès est situé en Kolniada, qui est la colline de nos parents qui ont habité, qui ont cultivé, qui ont vécu et qui était tout pour eux. Et voilà pourquoi ça représente beaucoup. Je me souviens encore lorsque j'étais tout jeune, ma mère, ma maman venaient faire des chants au niveau du palais de congrès. Donc pour nous, c'est une histoire, c'est quelque chose de vivant dans nos cœurs. Pour les autochtones, le début du chantier est marqué par des épisodes de dynamitage de la colline par les ingénieurs chinois. Quand il se construisait, je sais qu'il y avait une zone interdite à une certaine heure. On ne devait pas passer parce qu'on disait les pierres, quand il fallait faire sauter, dynamiter, les pierres devaient sauter, ça faisait des dégâts. Et je sais que j'avais vu une maison ici qui avait reçu des coups. Si je peux dire que j'ai une histoire pendant la construction, c'est celle-là. Les travaux de construction durent 4 ans, entre 1978 et 1982. Bien qu'absent du pays entre 1978 et 1980,
René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, se souvient de cette période et des années précédant le chantier. Je me souviens quand même de la période avant la construction du Palais des Congrès. J'avoue que c'était pour nous un lieu où on allait faire quelques randonnées. C'était un bosquet, c'était pratiquement une brousse, comme on dit communément, et que contournait une petite piste qui menait au Palais des Congrès, plutôt au Mont Fébé. Et les habitants de Tchinga, je me souviens très bien, allaient sur ce site faire la chasse des hérissons, la chasse des rapalmistes. C'était ça le Palais des Congrès que vous voyez aujourd'hui. Et c'est allé très très vite. C'est allé très vite. Le Palais des Congrès, à un moment donné, était pratiquement le bout de la ville. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il est au cœur de la ville. L'inauguration a lieu le 12 mai 82 au cours d'une cérémonie pleine de faste et de solennité présidée par le chef de l'État Amadou Ahidjo. Et dès les premiers instants de son existence, le Palais des Congrès devient une place stratégique dans la vie de la nation camerounaise. De nombreux événements s'y tiennent, tant à caractère politique que social ou culturel. Le Palais des Congrès porte bien son nom et le peuple camerounais, fier d'avoir un instrument de cette ampleur, n'hésite pas à solliciter ces espaces pour l'organisation de leurs manifestations. Christophe Mienzok est le directeur général du Palais des Congrès de Yaoundé depuis 2013. L'ancien directeur des organes de presse et de la propagande du comité central du RDPC se souvient encore de ses premiers pas dans les couloirs du Palais des Congrès à Yaoundé à l'occasion d'une manifestation estudiantine. La première image à titre personnel, strictement personnel, je suis à l'école de journalisme, ça ne nous rajeunit pas, et nous avons la semaine culturelle de l'Esti, parce que ça s'appelle l'Esti, sans le C à la fin. Donc quand nous on entre, ça s'appelle l'Esti, et on a notre semaine culturelle. Et puis les dirigeants de l'école, l'association des élèves journalistes décident que ce sera au Palais des Congrès. Et je suis en deuxième année. Nous sommes entre 83 et 84, je crois, 84 ou 85. Et je dois coordonner, je suis le rédacteur en chef d'un quotidien, un journal école. Et nous devons venir ici pratiquement tous les jours. Et je crois que si j'ai bonne mémoire, c'est mes premiers contacts avec le Palais des Congrès. Et j'ai toujours à l'esprit notre soirée de gala qui se déroule donc dans ce qui s'appelait ici à l'époque la salle de banquet et qui est aujourd'hui la salle des huis clos. Une très très grande et très belle salle. Je revois les images comme si c'était hier. Ce fut véritablement mon premier contact avec le Palais des Congrès, donc à peine 2-3 ans après l'inauguration de ce bâtiment. Entre autres souvenirs et anecdotes vécues dans ces murs, il a encore en mémoire cet épisode de 1994 entre le cardinal Christian Toumi et le secrétaire général du comité central du RDPC, Joseph Charles Dumba. Quand je revois, je crois, en 1994, c'était le comité consultatif constitutionnel en vue qui préparait un peu les travaux sur l'adoption de la Constitution. Je revois un peu un échange assez vif entre le ministre Joseph Charles Dumba et le cardinal Toumi. Le cardinal Toumi était donc en train de claquer la porte de ces travaux-là. Les travaux se tiennent quelque part non loin de mon bureau. Voilà. Le bureau du comité, mon bureau comme directeur des organes de presse, donc je suis dans les couloirs. Et Dumba essaie de retenir monseigneur Toumi pour qu'il ne claque pas la porte. Et il lui dira, avec
son sens de la formule habituelle, Monseigneur, mais cardinal, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas partir. Sachez que Dieu écrit droit avec des courbes. Malheureusement, le cardinal est quand même parti. En 1990, lors du tout premier congrès de mon parti, le RDPC, j'étais jeune militant de l'OJRDPC, comme président du comité de base de Tchinga 1A. J'ai assisté comme militant guide. C'est nous qui accueillons les délégations qui venaient dans tout le Cameroun. Nous les prenions, nous les guidons, nous les accompagnons dans leurs hôtels. Nous étions les facilitateurs. Et à cette époque, nous travaillions également avec le délégué général de la Sûreté nationale, Fouchivé, qui était sur le plan. Et j'avais également travaillé avec le secrétaire au niveau du RDPC, qui on appelait Polycarpe Oyendi. Donc voilà l'un des premiers événements, parce que là, j'avais vu, je crois qu'à côté de moi, pour la toute première fois, passer devant moi, parce que nous faisions la haie d'honneur, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, parce que nous étions les jeunes du parti et on faisait la haie d'honneur, donc il passait juste au milieu de nous. Construit sur une superficie de 18 000 m² et doté de nombreuses salles pour les conférences et événements de tout type, le Palais des Congrès, c'est aussi un ensemble de bureaux destinés et utilisés par de nombreuses administrations du pays. Si la CONAC, le Conseil constitutionnel, le Sénat et l'Assemblée nationale y sont aujourd'hui logés, la première institution à y installer ses bureaux, c'est bien le comité central de l'UNC dès les premières heures de fonctionnement du palais. UNC qui en mars 1984 deviendra le RDPC et garde le Palais des Congrès comme siège pour son comité central. Une présence qui fait jaser dès le retour du multipartisme en 1990. Il faut situer le contexte dans lequel le RDPC se trouve au comité central, se trouve plutôt au Palais des Congrès. C'était l'époque du parti unique, il ne faut pas l'oublier. C'était dans les années 80, nous n'avions qu'un seul parti, c'était l'UNC. Et il apparaissait pour beaucoup tout à fait normal que le plus grand parti, le seul parti, n'est-ce pas, pour se donner de la visibilité liée à son statut, à sa position de seul parti dans le pays, il fallait bien qu'il y ait cet espace très en vue, comme le Palais des Congrès. Et c'est ainsi que tout naturellement, le siège du comité central se trouvait au Palais des Congrès. Tout comme le RDPC, ces institutions cohabitent pacifiquement et en bonne entente avec le Palais des Congrès, participant ainsi à maintenir le statut de haut lieu de la nation pour ce bâtiment de 40 ans. S'offrir une balade dans les couloirs et les salles du Palais des Congrès de Yaoundé, c'est plonger dans une dimension unique, tant la majesté et le luxe des installations présentes dans ce lieu témoignent de la grandeur et de la place du bâtiment. Du portail d'entrée en contrebas du mont Kolniada au sommet, les ingénieurs chinois se sont attelés à modeler en la domptant cette colline au nom singulier de colline du Sésame. À travers les différents espaces offerts ici, le Palais des Congrès est devenu le rendez-vous privilégié des grands événements au Cameroun. Si le politique est en bonne place dans la kyrielle des événements organisés depuis 40 ans, la culture y tient également une place de choix. Au début, nous étions un peu tristes, parce qu'il faut savoir d'où vient le Palais des Congrès. Lorsqu'il s'est agi, quelques mois avant l'inauguration du Palais des Congrès, de donner le nom à ces lieux, les batailles étaient engagées pour que ce soit le Palais des Congrès, soit le Palais du Peuple, soit le Palais de la Culture. Je vous le dis parce que je crois que je faisais mes premiers pas dans le monde de la culture active et tout le reste. Est-ce que c'était un Palais du Peuple? Et ça, les partenaires chinois qui avaient construit le Palais des Congrès voulaient que ce soit le Palais du Peuple. Parce que vous savez, quand on dit Palais du Peuple pour les Chinois, ça représente beaucoup. C'est un endroit politique, Il y avait d'autres qui avaient choisi le Palais des Congrès qui va finalement
remporté. Mais il y avait aussi une tendance qui peut-être était minoritaire, qui se battait pour que ce soit le palais de la culture. Cela veut dire que dans l'esprit de ceux qui avaient construit cela, et je crois c'est sous l'ancien président Amadou Ahidjo, il y avait la dimension culturelle qui était. Mais lorsque ça a démarré, je crois ni les partenaires chinois, ni ceux qui ont commencé à diriger ces structures n'avaient la culture en premier plan, n'est-ce pas? C'était le lieu où le parti devait faire ses... Figure bien connue du cinéma africain et camerounais, Bassek Bakobio est le délégué général du festival Écran Noir, l'un des plus grands festivals de cinéma en Afrique. Après 9 éditions organisées dans les salles de cinéma du pays, ce dernier se voit contraint par la force des choses et la fermeture progressive des grandes salles de cinéma de trouver un nouvel espace pour ce rendez-vous qui en est à sa 26e édition. Pour les écrans noirs, c'est la 10e édition des écrans noirs. C'est la première fois que nous osions attaquer le palais des congrès. Parce que le palais des congrès, c'est quelque chose d'assez particulier pour la ville de Yaoundé, c'est quelque chose d'assez mythique. S'agissant particulièrement de quelqu'un comme moi, qui a vu commencer la construction du palais des congrès, qui a vu son inauguration, qui était étudiant à Yaoundé, qui a été au ministère de la Culture, n'est-ce pas? Vous savez, le palais des congrès, c'était quelque chose d'important. Et nous avions commencé les écrans noirs avec le cinéma Abia. Et brusquement, pendant que nous étions en train d'évoluer, le cinéma Abia a fermé. Et on s'est dit, mais où est-ce qu'on fait maintenant des cérémonies prestigieuses en faveur des écrans noirs? Et le palais des congrès, il fallait accepter de l'attaquer. Il fallait accepter de l'attaquer parce que c'est une grande salle d'abord. C'est une salle qui a une position très prestigieuse dans la ville. C'est une salle qui, pour certains spectateurs, peut représenter quelques difficultés dans le sens d'y aller. Et nous avons attaqué avec le 10e anniversaire et nous avons été très heureux des résultats de cela. Un choix stratégique qui a plus de valeur sur le plan de la symbolique et du prestige que sur le plan économique. Lorsque nous allons parler des congrès, ce n'est pas l'aspect économique qui nous importe. Nous regardions l'aspect économique parce que nous avons eu des années où ça a été très cher pour nous. Mais je vous ai dit, avec l'équipe qui est là actuellement, nous ne regardons pas ça parce que nous contribuons juste à l'entretien de la salle. Alors, si c'est pour les raisons économiques, je ne suis pas sûr que vous allez parler des congrès. Il y a un problème de prestige, d'abord. Il y a un problème de disponibilité, n'est-ce pas, de ce que vous voulez, techniquement, artistiquement, pour faire une bonne opération. C'est surtout cela. Prestige et surtout symbole sont aussi les éléments qui ont guidé le choix du site pour la tenue du salon de l'entreprise Promote. Né des cendres de la journée de la CEMAC qui se sont tenues en 1999 à la demande de la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale, le salon Promote, dont l'idée a été mise par le président de la République, son Excellence Paul Biya, et matérialisé par la Fondation Interprogress, s'ouvre en 2002 sur le site du Palais des Congrès. Si les écrans noirs et autres institutions qui organisent des événements versent à chaque fois des frais de location en fonction des salles et lieux retenus, le salon Promote, qui lui est une émanation de l'État, fonctionne selon un modèle économique différent. Même si le site du Palais des Congrès n'est pas construit pour accueillir une manifestation de promotion économique, le site a su s'adapter au fil des éditions aux exigences de la tenue d'un événement d'une telle envergure. En 2011 par exemple, 5 plateformes horizontales de 1500 mètres carrés chacune sont construites grâce à un prêt contracté par la République du Cameroun et remboursé par le ministère des Finances. De quoi doter le Palais des Congrès d'espaces suffisamment grands pour accueillir le nombre sans cesse grandissant d'exposants au salon Promote. En 2014, une nouvelle subvention permet de construire 4 halls d'exposition pouvant accueillir 500 exposants. Des investissements et aménagements qui permettent au Palais des Congrès de Yaoundé de répondre de façon efficiente à la demande sans cesse grandissante d'espaces locatifs pour des activités ludiques, culturelles et des parcs d'exposition. En outre, la réhabilitation intervenue entre 2014 et 2017 a contribué à offrir une nouvelle toilette au bâtiment. Rénovation qui permet aujourd'hui au Palais des Congrès de se positionner face à la concurrence de plus en plus féroce dans le domaine de l'événementiel au Cameroun et dans la ville de Yaoundé. Je préférerais peut-être laisser le soin aux autres de juger ce que était le Palais des Congrès avant le 15 février 2013 et ce qu'il est aujourd'hui. Tout modestement,
J'ai eu la chance d'abord d'avoir été là, vraiment, de connaître le site, même si je n'étais pas dans la gestion ou alors même employé, mais le fait de venir ici chaque matin, d'être là, présent, vous amène, de rencontrer même d'ailleurs le personnel, vous amène un peu à vous intéresser à ce qu'ils font, sans que ce soit véritablement votre travail. Et ça m'a permis de poser très rapidement un diagnostic pour voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer et de bénéficier ensuite d'une oreille attentive de la part des pouvoirs publics, du chef de l'État, qui accompagne, qui tient beaucoup à ce site. Et mon prédécesseur aimait d'ailleurs à dire que le palais, c'est la deuxième maison du président de la République. Non, ce qui est certain, c'est que c'est une réalisation qui aura rendu d'énormes services, d'innombrables services et même d'inestimables services à notre pays. Quand on voit le nombre de rencontres nationales que nous avons organisées au Palais des Congrès, dernière en date, c'est le grand dialogue national, vous avez vu, qu'il a drainé beaucoup de monde, c'était au Palais des Congrès. Les grandes rencontres internationales, les sommets de chefs d'État, c'est au Palais des Congrès que nous les organisons. Et donc, sans parler d'autres occasions, les expositions, les foires, nous devons en même temps saluer la coopération sino-camerounaise dont le Palais des Congrès est un fleuron. Donc, je pense que la plupart, tous les Camerounais sont fiers de cette réalisation, de ce complexe. Et c'est une bonne chose qu'on ait d'ailleurs pensé à le rénover. 40 ans après son inauguration, le Palais des Congrès traverse le temps et garde son prestige et sa stature de haut lieu de la République. Un statut que le joyau architectural juché au sommet du mont Kolniada est loin de pouvoir perdre dans les années à venir. Je voudrais dire que 40 ans après la fin des travaux du Palais des Congrès, 40 ans après, le peuple Tchinga se sent un peu lésé. Pourquoi? Parce que, comme cela a été vécu ailleurs, lorsque l'État prenait de telles structures, de tels espaces, à un peuple, il y avait des indemnisations. Et vous comprenez que 40 ans après, si nous parlons encore d'indemnisation, le peuple Tchinga n'a pas été indemnisé. C'est toute une déception. 40 ans après, le peuple Tchinga également se sent frustré parce que vous avez un tel joyau architectural dans votre terroir et que même là, pour la moindre sollicitation d'un petit espace, pour une manifestation du peuple Tchinga, il faut louer comme monsieur tout le monde. Je crois quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il y a le droit du sol. Il y a le droit du sol que ce sol appartenait à nos ancêtres, à nos parents. Et l'État, pour cause d'utilité publique, l'a pris. Et au moins, lorsque nous avions des manifestations du peuple Tchinga telles que nos congrès, du regroupement Tchinga, nous payons ces espaces comme n'importe quel inconnu. Je me dis que c'est une injustice que nous pensons qu'il va être réparé les jours à venir. En attendant la solution à ce problème, le peuple Tchinga ne manquera pas, comme tout le Cameroun d'ailleurs, à souhaiter un joyeux anniversaire au Palais des Congrès. 40 ans de contribution au rayonnement politique, social, économique et culturel du Cameroun. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du magazine Stratégie. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouverons dans un mois pour une nouvelle édition consacrée à l'économie camerounaise et à ses mutations. D'ores et déjà, nous souhaitons une excellente rentrée scolaire à tous les élèves du Cameroun et nous leur souhaitons une année couronnée de succès. Bonsoir et à dans un mois sur votre petit écran.